enregistrement sur cet ordinateur. Comment on diffuse? Ah oui, il y a un bouton diffuser. Il y a déjà inscrit d'ailleurs. Pourquoi je ne vois pas? Je ne sais pas. Bonjour Robert. Ah, ça y est. Bonjour, bonjour, Laurence. bonjour. On y est. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence, bonjour Robert. On va attendre 2-3 minutes le temps que tout le monde arrive. J'en profite. Nicolas. Bonjour Nicolas. Si vous cherchez un ERP, Nicolas Bertrand, IOCéan, c'est par là que ça se passe. Yasmine, bonjour. Oui, Philippe, j'ai mis la chemise parce que j'ai webinaire encore cet après-midi. Tant qu'à faire, tu ouais, on se fait beau au bout d'un temps. Alors, on va se donner 2 minutes, le temps que tout le monde se mette en place. J'en profite, il y a une étude sur le contenu qui est sortie, stratégie. Bonjour Ritter J. C'est Siècle Digital qui a fait une étude, qui a mené une étude sur le content marketing en 2020. Et il y a aussi une très bonne étude qui est sortie sur ce sujet du marketing de contenu par SEMrush, qui est beaucoup plus intéressante. Elle est vraiment très vaste. Ils ont étudié 700 000 blogs, enfin un truc de ouf. Donc c'est bien, ça va résonner avec ce qu'on va se dire aujourd'hui sur ce webinaire qui est vraiment orienté stratégie dans le sens réflexion, arbitrage. On ne va pas être comme sur d'autres webinaires, les précédents et les suivants, sur une partie opérationnelle, parce qu'on a beaucoup de sujets de comment on fait du contenu, est-ce qu'on en fait en interne ou en externe. Flora, bonjour. Bonjour Solange. Bonjour Marion. Il y a des fidèles. Cool. Flora, il faudra qu'on se parle un jour quand même de vive voix. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment stratégie avec une question qui est finalement de dire mais est-ce que vraiment il faut produire du contenu finalement au bout du compte? Bonjour. C'est bien, on est toujours en petit comité. Alors je sais, c'est pas productif au niveau marketing, mais oui, il va falloir qu'on se parle, Flora, pour de vrai. Mais c'est bien, on est au petit comité, comme ça après on pourra ouvrir les micros parce qu'on va aborder pas mal de sujets intéressants. Tiens, je fais ma pub, j'en profite cet après-midi, je fais un webinaire, on est à fond webinaire en ce moment, à 14h sur l'automatisation de votre présence sur LinkedIn. Donc si vous êtes chaud, ça vous intéresse, venez, on passe la journée ensemble. Ça va être assez rigolo, c'est avec un de nos clients Datasulting. On s'est amusé à automatiser une partie de notre présence sur LinkedIn. Et ça rejoint ce sujet du contenu d'ailleurs. C'est pas pour rien. Écoute, il est 11h03. Ce que je te propose, Philippe, c'est d'y aller. C'est parti. Vamos. Ça commence avec un petit rappel de la… Pourquoi mes têtes ne sont pas dans l'ordre? Oui, rappel de ce qu'on fait. Alors, sur ces webinaires, c'est tout un cycle. C'est le programme. Donc, on a une partie plus stratégique pour les dirigeants, les responsables marketing ou autres, et puis une partie plus opérationnelle pour aussi les dirigeants. Hein, c'est pas interdit. Précédemment, on a travaillé sur comment créer des aimants à lead et comment faire le pont avec les prospects immatures et vos produits à forte valeur ajoutée. On passe du côté gauche, main où j'écris pas, et on attaque sur mais pourquoi produire du contenu, puisqu'on peut. C'est une question légitime, hein, c'est pas une question rhétorique. Avec nos clients aujourd'hui, parfois on se dit mais à quoi ça sert? Oui, Robert, j'envoie le lien du webinaire pour l'après-midi. Et c'est à quoi ça sert? C'est quand même un gros job de produire du contenu. Donc, et finalement, si je mettais des commerciaux, un téléphone ou LinkedIn, ils se connectent, ils appellent et bonjour, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un super produit pour vous. Pourquoi on ne ferait pas ça aussi? Et plein de publicités. Je te laisse continuer. Et les salons. Beaucoup de salons. Beaucoup de salons. Alors, remarque, ça devient plus difficile grâce au virus. Ouais, sujet. Bon, c'est qui ces gens? Une designer, un marketeur, un coach
qui ont décidé bizarrement de s'occuper des marketeurs, du directeur marketing au chargé de marketing, en passant par le responsable marketing, tout ce qui a marketing dans son nom sur LinkedIn. Comment on fait ça? On s'appuie sur 3 piliers. On fait des coachings hebdomadaires ou mensuels qui permettent de ne pas se laisser emporter par le flot du quotidien quand on est à la tête d'une petite équipe marketing ou d'un service marketing ou d'un effort marketing plus individuel, d'un projet. On a une méthode qui permet d'éviter les erreurs les plus courantes et d'accélérer les process basés sur notre expérience, et des outils qui simplifient au quotidien la pratique du marketing et qui permettent de s'appuyer sur des données en informatisant, en digitalisant, en numérisant les process marketing. Donc, je ne vais pas compter les slides, ça c'est l'ancienne. On va assez vite en général, il y a beaucoup de slides, ça défile. Aujourd'hui un peu moins comme on est sur la stratégie, ça laisse beaucoup de temps à la fin pour les questions, donc n'ayez pas peur si ça va un petit peu vite ou si c'est un peu bizarre sur certaines parties. Donc, posez vos questions, pardon Philippe, posez vos ouais. questions dans le chat public, n'hésitez pas. Moi, de toute façon, je les note et au fur et à mesure, je les enregistre. Donc, n'hésitez pas à les envoyer à la volée. Dans le bouton questions-réponses ou dans la partie conversation, ou c'est pareil? Alors, plutôt dans la partie conversation, comme ça permet de partager ici, avec tout le monde. Je ne sais pas si on voit l'écran, converser. Les petits points à droite, converser. C'est ça, hein? Ça doit être ça, ouais, c'est converser, parce qu'il y a questions et réponses et il y a converser en bas. Donc voilà. Mais sinon, je les dirai à l'oral. Pardon, Philippe, je te laisse continuer. Ouais, n'hésite pas, arrête-moi quand je fais trop d'anglicisme, de jargon, quand on comprend rien. Donc, comment produire du contenu? C'est parti d'une présentation au Plaisidé en 2017. Donc là, on l'a faite sur plusieurs webinars. C'était vraiment très, très dense. Il y a énormément de sujets. Donc, on l'a découpé avec ces cycles que José Lito au travers de ce cycle que José Lito vient de présenter. Donc, comment produire le contenu? La première réponse est une question, c'est pourquoi? Pourquoi produire le contenu? Et on pense, nous, que produire du contenu dans beaucoup de cas, mais pas tous, c'est maintenant, il faut le faire. Et ce, pour 3 raisons qu'on va développer là sur 30 minutes. Ça fait 10 minutes chacune, tu me mets un coup de fouet si je traîne. Première raison, il faut dominer sa niche. Dominer sa niche, pourquoi? Parce qu'on est dans une nouvelle économie dont on va parler en raison 2. Une économie winner take all, c'est-à-dire que les gagnants, peu importe la taille de la niche, c'est le gagnant qui prend tous les bénéfices. Donc, il n'y a plus de numéro 2. Comme toute simplification, elle est excessive, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Et donc, il faut dominer une niche, si possible une niche en croissance. Si on ne croit pas, on ne survit pas. Voilà la première thèse. Ça pose 2 problèmes, un problème marketing, un problème commercial. Côté marketing, on a des retours décroissants d'acquisition. Si vous avez fait de la pub payante, vous savez que vous dépensez plus, à la fin, vous ne gagnez pas forcément plus. Il y a un plateau. Ça ressemble beaucoup à une courbe de virus. Si vos revenus arrêtent d'augmenter alors que vous continuez à dépenser de plus en plus pour essayer de continuer à croître avec l'acquisition, forcément, votre retour sur investissement, la courbe de droite, lui, va descendre puisque c'est une division. Vous dépensez plus, vous ne gagnez pas plus, donc votre retour baisse. Il y a un autre problème qui est plus à l'échelle du marché, c'est que les plateformes, les GAFA et autres font la loi. Facebook, Google, etc., ils peuvent vous tordre le bras puisqu'ils ont le monopole, qu'ils ont chèrement gagné dans cette nouvelle économie. Et aujourd'hui, ils peuvent se permettre de faire monter les coûts par clic. Donc ça, c'est une courbe d'enchère Google sur une période d'1 an, hein, tout simplement. 2 années l'une contre l'autre. Si vous regardiez sur 15 ans, vous verriez que ça n'a fait que monter dans la plupart des marchés. Il y a probablement quelques marchés qui font exception, et tant mieux pour eux. Donc voilà, à l'échelle du marché, ça monte. À l'échelle d'une entreprise qui croît, ça monte. Ce qui pose des problèmes de coûts d'acquisition marketing. Côté commercial, on est sur un business d'humains. C'est des gens qui font les ventes et c'est vraiment une question de talent individuel. Donc, il y a une guerre des talents parce qu'un bon commercial peut vendre à peu près n'importe quoi. Donc, n'importe quelle entreprise peut vous le prendre en le payant un peu plus et en lui fournissant ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la structure, parce que si c'est le bazar, c'est pénible. Il veut s'amuser un peu, quand même. Les commerciaux vont plutôt être des extravertis, etc. Ils vont vouloir un environnement agréable. Ils veulent de la satisfaction, donc ils ne veulent pas se casser le nez à longueur de journée sur des clients insatisfaits ou des prospects excédés, etc. Ils veulent être bien payés, puisqu'ils peuvent se le permettre. Et pourquoi pas
Donc, la façon de répondre à tout ça, ça va être des bons process de recrutement déjà, que ça se passe bien, qu'on trouve les bonnes personnes, etc. Une marque employeur qui fait que les gens ont envie de venir chez vous, qui savent qui vous êtes. De la formation pour que la compétence soit là et la satisfaction dans le travail. Et surtout, un flux de leads. Un flux de leads fourni par le marketing avec ses coûts d'acquisition croissants. Le flux de leads va leur permettre d'avoir de la satisfaction puisqu'ils arrivent sur des leads qualifiés, ils ne se cassent pas le nez systématiquement. Probablement de la structure aussi puisque leurs process ne sont pas pétés. Le flux arrive en lead, le lead arrive en flux. Et surtout, ils arrivent à closer plus, donc ils peuvent avoir leurs variables, même si, comme vous le voyez sur la courbe de gauche, la tendance est à draguer les commerciaux en se calmant un peu sur les variables, puisque c'est eux qui ont le leverage, le pouvoir de négociation. Bon, ce qui est ressenti, tu as vu, je me reprends tout seul maintenant. Ce qui est ressenti par les dirigeants qui commencent, qui prennent vraiment conscience des difficultés liées à cette guerre des talents et à toutes des problématiques. On est dans l'économie de la connaissance aussi. Cette nouvelle économie est une économie de la connaissance, composée de travailleurs de la connaissance. Ce sont des métiers intellectuels, et oui, même les commerciaux. On ne dirait pas, mais voilà. Donc, sur ce plan, en quoi le content marketing apporte des solutions, est aligné avec cette nouvelle économie, avec ces nouveaux challenges pour les PME et pour l'économie en général. Il y a cette volonté de saturer un espace sur un marché en croissance, donc une niche, comme on disait, avec cette action de devenir son propre média. Et donc, ça revient à être la voie de référence sur sa niche, à avoir des experts visibles. C'est aussi une thématique très importante chez nous depuis des années, les experts visibles. Le fait de faire ça, avoir des gens qui sont visibles dans votre boîte et être une voie de référence sur votre marché, ça allège les coûts d'acquisition puisque c'est le principe de toute notoriété. Ça vous crée une marque. Les gens viennent chez vous pas parce que vous avez payé sur Google, mais parce qu'ils se rappellent de vous, parce qu'ils vous estiment, parce qu'ils savent ce que vous faites, premièrement. Et deuxièmement, ça crée un flux de leads entrants qui nourrit les commerciaux et donc répond aux problèmes de la guerre des talents, au moins en partie. Après, Puis ton point, je me permets, Philippe, je vais donner un exemple, parce quand on dit saturer l'espace et qu'il n'y a pas de place pour le numéro 2, sur le marché des éditeurs de logiciels de marketing automation, et pour avoir bossé avec les deux, HubSpot et Marketo, ça n'a rien à je voir. prends cet exemple-là parce qu'ils sont nés les deux en même temps. En fait, techniquement, c'est deux boîtes qui se sont lancées en même temps sur absolument le même sujet, avec deux approches différentes. HubSpot est arrivé avec du content marketing, ils ont dominé la niche, ils ont créé carrément le terme inbound marketing. Marketo, lui, est passé sur salon, publicité. Ils ont fait du contenu, mais pas au même niveau, clairement pas avec la même intensité. 15 ans après, 10 ans, 15 ans après, je ne sais plus, c'était 2006. Donc voilà. Aujourd'hui, Marketo a été racheté par Adobe, etc., etc. Ils travaillent avec des grands groupes, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, quand on parle du marketing, de marketing automation, c'est HubSpot qui ressort en premier. Et d'ailleurs, HubSpot qui a attaqué le marché par le bas est en train d'aller grignoter et d'attaquer les grands groupes. Et Marketo est vraiment dans une niche pour le coup. Alors, la niche est resserrée. Donc, c'est un des exemples, en tout cas, que j'ai vécu sur 15 ans, que j'ai vu grandir de il n'y a pas de place pour le numéro 2, quoi, ou la notion de winner takes all, même si ça me dérange en tant qu'humain, mais c'est là, c'est comme ça, vraiment. On peut garder le débat pour tout à l'heure, est-ce que c'est gênant ou pas en tant qu'humain, mais c'est comme ça en tout cas. Exactement. Pour te abonder dans ton sens, je crois que j'ai jamais lu un article de chez Marketo. Il doit y en avoir, mais j'en ai jamais Oui, lu. oui, Chaque fois que je cherche un truc, je cherche une solution au marketing ou même aux ventes, c'est toujours HubSpot qui sort, qui répond à ma question, qui répond à mon problème. Donc, dans la foulée pourquoi on a cette situation de winner take all? Pourquoi il faut dominer une niche en croissance? L'économie change. On a une économie qui va vers l'économie numérique, l'économie entrepreneuriale, et qui part de l'économie de masse, qui est donc l'économie auquel on a été habitué à partir de Ford et jusqu'à maintenant, on va dire, jusqu'à il y a 10 ans. Donc, cette nouvelle économie, elle est avant tout basée sur la multitude, ce qu'on va expliquer tout de suite. Et pour survivre là-dedans, pour fonctionner dans cette nouvelle économie, une des clés, c'est pas le pétrole, c'est pas le volume, c'est le scale, c'est pas tout à fait la même chose. Et on va
faire un petit peu le tour. Donc, premièrement, on part de la masse, c'est-à-dire X millions de ménagères de moins de 50 ans égale un segment, vers une multitude, c'est-à-dire un tas d'individus, un tas d'humains, mais c'est plus un tas du coup, c'est plein de gens interactifs. Ils ont tous ce genre d'appareil dans la poche, c'est-à-dire à peu près la puissance de calcul, enfin 2 fois ou 3 fois la puissance de calcul pour envoyer l'homme sur la Lune dans les années 60, c'est-à-dire Wikipédia, c'est-à-dire Google, c'est-à-dire Amazon, et encore des tas d'autres choses, leur banque, etc. Netflix, tout ce que vous voulez, Zoom. Donc, on a tous dans la poche les moyens que le président des États-Unis n'avait pas il y a 30 ans ou même 20. Donc, on a maintenant que des individus en face de nous avec qui on peut interagir. On est aussi dans une nouvelle économie où il y a plus de risques, où il y a plus de concurrence, parce que, vous allez le voir après, les barrières s'abaissent, donc des gens qui sortent de nulle part peuvent attaquer des marchés et on voit rien venir. Donc ça crée énormément de dynamisme, donc la concurrence augmente et les risques augmentent avec pour les entreprises en place. Enfin, la technologie permet d'augmenter les rendements. On parlait tout à l'heure de retour décroissant dans l'acquisition. C'est l'inverse qu'il faut chercher aujourd'hui. Il faut chercher des retours croissants. La seule façon de le faire, c'est la technologie. Et puisqu'on parle à des humains, il faut dévaler la chaîne de valeur. Ça veut dire se rapprocher des individus. C'est-à-dire que si vous produisez quelque chose de génial, un super produit, mais que vous ne parlez pas aux consommateurs, vous allez vous retrouver séparé de la captation de valeur. Vous ne pourrez plus capter la valeur que vous produisez et vous serez dans des situations de type les hôtels avec Booking ou les libraires avec Amazon, etc. Sachant que les libraires avec Amazon est encore assez protégé par la réglementation française, mais c'est ce qui aurait pu se produire dans ce cas-là. Et donc, on a cette phrase assez connue qui est « Software is eating the world ». Donc, toutes les activités, tous les marchés sont en train de se faire numériser, c'est-à-dire intégrer dans du logiciel, parce que ça permet des gains à la fois de productivité et ça permet de changer les façons de travailler pour ne plus parler à la masse sur TF1, mais parler à la multitude sur son téléphone, au WC ou au lit. Donc, quelques exemples de qu'est-ce que c'est concrètement cette transition. Là, on le voit clairement sur les 3 graphiques que j'ai volés et que je vais vous montrer en 2 secondes. Je ne les commente même pas parce que vous voyez donc ici la musique qui est la première industrie à s'être transformée. Vous voyez que la valeur totale du marché a baissé et vous voyez que la valeur des supports physiques est complètement coupée par 5 peut-être. Et ça s'arrête en 2010. Donc, il y a eu encore 10 ans depuis. Je pense que là, on approche de 0 pour les supports physiques. Et ce marché explique bien cette notion, parce que ce n'est pas toujours évident, la notion de masse versus multitude. La masse, c'est je produis un disque ou un CD avec 14 titres et hop, 10 millions de gens vont l'acheter. Et la multitude, c'est moi en tant qu'individu, je veux écouter uniquement ce morceau-là et je n'ai pas forcément envie de tout un album. Donc, comment répondre à mes besoins individuels en tant que… Et t'écoutes un truc que peut-être 1000 autres personnes écoutent et ça suffit aujourd'hui pour faire une carrière d'artiste. Voilà. Donc, à comparer avec Michael Jackson, il y a quelqu'un qui avait comparé aussi Michael Jackson et Taylor Swift. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais regardez les écarts de rémunération, c'est x100. Et Taylor Swift, c'est aujourd'hui la personne la mieux payée dans la musique. Par contre, il y a peut-être 100 fois ou 1000 fois plus aujourd'hui d'artistes qui vivent de la musique, et ils vivent comme vous et moi, voire moins bien, mais ils vivent de la musique, ce qui était impossible à l'époque de la masse. D'ailleurs, je fais sortir un album, je voulais vous en parler. Tu ne m'as pas dit. Je reste dans le marketing. Mon pauvre. Alors, deuxième industrie qui s'est fait transformer la face, c'est la presse papier. Pareil, sans commentaire. Donc, la presse papier qui vit de la pub. Donc, c'est la presse papier / la pub. Vous voyez Google, vous voyez la taille du marché total et vous voyez l'impact sur les journaux. Voilà. Pareil, ça se finit en 2013, donc il y a 7 ans. Donc, et il y a eu une récupération là. Si on regardait les chiffres aujourd'hui, je pense que la presse papier va mieux, mais elle est passée en ligne et elle a fait sa transition numérique. Donc, on a vraiment une transition. C'est dommage d'ailleurs que je n'ai pas la suite de la courbe. Pour une prochaine fois, je la mettrai. Troisième industrie, le retail, qui n'a pas terminé, mais pareil, les confinements vont bien aider à passer le retail en ligne. Les drives, les livraisons, etc. Ça a commencé avec les livres. Donc ici, on a les courbes des livres entre 2002 et 2010. Les courbes sont également sans appel et donc sans commentaire.
Pourquoi on voit des entreprises nouvelles concurrencer des entreprises établies? Comment c'est possible? Euh, les barrières à l'entrée s'abaissent. Un exemple très simple, c'est les serveurs. Je vais vous montrer très rapidement pourquoi. Dans l'ensemble, la technologie permet de faire les choses plus simplement et ça ne fait qu'accélérer. Donc, ça crée un monde où on n'a plus besoin de demander la permission, on n'a plus besoin de demander à un distributeur, on n'a même plus besoin de demander au régulateur. Regardez des Uber, des Airbnb, on lance d'abord, on discute après. Et parfois on gagne, parfois on perd. En attendant, les boîtes sont là, elles ont des très grosses capitalisations et elles font de l'ombre à des entreprises établies depuis des décennies. Et donc personne n'est protégé parce que ça va très vite. Pour revenir sur qu'est-ce qu'on veut dire par les barrières s'abaissent, un exemple peut-être des plus flagrants, c'est l'évolution de la mise en place de produits technologiques sur Internet. À l'époque, il y a 20 ans, à l'époque de la bulle, il fallait monter ses serveurs, il fallait aller dans son data center. On était les mains dans le cambouis, concrètement. Donc, monter les serveurs, c'était compliqué. Aujourd'hui, tout est commoditisé, modularisé, interfacé. Vous voyez la différence avec l'image précédente. Et en plus, c'est pas cher, c'est 10 fois moins cher. Il n'y a plus de coûts de capital. Avant, il fallait investir des milliers et des milliers d'euros, ne serait-ce que pour pouvoir commencer. Aujourd'hui, il ne faut plus rien investir parce qu'on a des tires, des plans, des contrats d'essai, on va dire, des abonnements, des niveaux d'utilisation d'essai qui sont gratuits ou très peu chers. Ce qui fait qu'on n'est plus sur des coûts d'investissement à amortir. Et donc, il ne faut pas sortir de l'argent dès le début. On peut se lancer avec juste sa force de travail et tout sera des coûts OPEX, donc des coûts d'opération, des coûts variables et non plus des coûts fixes. Tout ça, c'est peut-être un des exemples les plus flagrants de la baisse des barrières à l'entrée. On a quand même une entreprise privée qui vient d'envoyer des gens sur l'ISS. Ouais. Et pourtant, on disait que le secteur spatial, ça serait toujours du domaine des États. Et là, c'est du domaine, en attendant, d'une entreprise privée. Alors, sous contrat avec l'État encore, mais c'est déjà un sacré pas. Et... Dans ce domaine-là, pour ceux qui nous disent, parce que moi je l'entends souvent, mais il y a des domaines où ça marche pas, ton histoire, machin, etc. Il y a des barrières à l'entrée, il y a tout ce que tu veux. Ouais, c'est la réponse pour l'instant. Pour l'instant. Et tout va se commoditiser. Une fois que SpaceX aura créé peut-être un nouveau niveau d'accès à l'espace, c'est comme le train. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de l'État pour prendre le train, pour vous déplacer. Bon, je ne sais pas si l'exemple est le bon, mais il faut penser à la mise en place d'infrastructures. Une fois que l'infrastructure est en place, c'est commoditisé, donc c'est accessible, donc tout le monde peut construire par-dessus. Ça crée des nouvelles couches. Et puis on voit que là, c'est en train de se développer, toujours dans l'informatique, mais sur les tendances du moment qui vont être l'intelligence artificielle, par exemple. Il y a plein d'outils qui sortent de plus en plus, qui sont des startups aussi, et qui essayent de commoditiser des choses qui avant demandaient des ingénieurs, des scientifiques, etc. Donc, ça baisse les barrières à l'entrée au sens large. Et l'autre barrière à l'entrée, c'est la distribution. Je n'ai pas mis de slide là-dessus, mais on en parlait juste avant avec la multitude. Puisqu'on a tous les réseaux sociaux, on a tous des appareils dans la poche qui peuvent tout faire, on a toutes ces plateformes, on a Shopify, on a Amazon. Donc, la barrière de la distribution est aussi très très basse maintenant. On a le crowdfunding, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un exemple. Il y a des gens qui ont une idée, ils vont faire un crowdfunding, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la distribution, et ils obtiennent les deux en quelques semaines sur une plateforme de crowdfunding. Un autre exemple ici, juste pour montrer que n'importe quel domaine du quotidien est attaquable. Si vous avez en tête les grosses boîtes d'intérim, intuitivement, on ne se dit pas que c'est 3 jeunes qui sortent de l'école qui vont aller attaquer ça et qui n'y connaissent rien en plus. Et pourtant, ici, on a l'exemple d'une boîte créée en 2015 qui va faire 5000 contrats d'intérim en 2019. Je ne sais pas combien ils ont fait en 2020. Mais vous voyez là, en 5 ans, le type de croissance qu'on peut avoir face à des entreprises en place qui, elles, n'ont pas très bien compris les leviers de la transition numérique et donc sont vulnérables à ce genre d'attaque. Donc tout ça crée un besoin de scale. On va expliquer ce qu'on entend par scale. C'est-à-dire donc chercher des rendements croissants, et ces rendements croissants viennent de la technologie.
Donc c'est l'inverse de ce qu'on voyait tout à l'heure pour les coûts d'acquisition, c'est que plus on est gros, plus on gagne. Et c'est ça qui explique le fameux winner take all. Encore une courbe d'Amazon pour illustrer. Il y a 3 choses qui améliorent vraiment les rendements aujourd'hui, qui nous viennent, qui ont été des méthodes qui ont été perfectionnées dans la Silicon Valley principalement. Une forme de standardisation, mais une standardisation basée sur l'humain. C'est la notion de design, d'user experience. Donc c'est un des volets de ce qu'on fait sur les sites web, mais il faut le faire pour toutes sortes de services finalement. Et comment on prend des expériences de qualité, comment on détecte tout ce qui crée vraiment de la valeur. C'est aussi une méthode qui peut venir du Lean, qui a été inventé principalement chez Toyota, mais qui n'était peut-être pas l'approche la plus créative en la matière, mais qui a eu le mérite de lancer cette idée de se dire, OK, on part des humains, où est la valeur, et on se concentre sur la valeur. Donc ça, c'est des process qui ont été très, très travaillés, et ils se sont entraînés donc, dans la Silicon Valley avec tous ces produits numériques qui leur ont permis d'aller plus vite que sur des industries physiques. On voit que maintenant, ça arrive dans les industries physiques. Avec, là, tu parlais de SpaceX. Tesla est encore plus marquant parce que là, on est sur de la grande consommation. Et donc là, ça arrive dans l'industrie. Donc là, il y a encore des barrières à l'entrée gigantesques qui sont industrielles. Mais malgré tout, ces process-là arrivent dans ces industries-là. Et c'est que le début. Là, on a à peu près fini de numériser une bonne partie de ce qui était un petit peu dématérialisable. Et là, on commence à avoir la même chose dans l'économie matérielle. Il y a la partie automatisation. Donc pareil, avec la technologie et la capacité à gérer plus de données et avoir de l'intelligence artificielle, etc. Petit à petit, on a de plus en plus de choses automatisables. Google lit des livres, les enregistre, les indexe, etc. Ce n'est pas des humains qui font le travail, c'est des machines. Et dans la même veine, il y a déléguer au client, c'est-à-dire forger cette alliance avec la multitude, trouver un moyen de faire travailler ses utilisateurs puisqu'ils ont du temps libre et qu'ils trouvent beaucoup de valeur dans ce qu'on fait. Ils peuvent participer, ils ont les outils pour. Les interfaces s'améliorent, donc les gens n'ont pas d'effort à faire pour participer à la création de valeur. Donc voilà les 3 piliers du scale tel qu'il a été développé ces 20-30 dernières années à partir de la Silicon Valley principalement. Donc tout ça se finance comment à l'échelle d'entreprises plus petites comme les nôtres, qui n'ont pas forcément accès au capital risque? En générant des leads, tout simplement. Donc il faut des clients. Une autre caractéristique du scale, donc, si on résume tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'on est en train de dépasser l'arbitrage historique qu'on avait entre la qualité et la quantité. Dans l'économie de masse, on pouvait faire de la mauvaise qualité et s'en sortir en étant très gros, parce qu'on créait beaucoup de barrières. Et si on était petit, les barrières étaient là du côté des gros et on n'avait pas vraiment la capacité à produire la même chose, la même qualité en montant l'échelle. Ce n'était pas possible, il y avait des barrières diverses qui nous en empêchaient. Dans le nouveau monde, dans cette nouvelle économie, c'est l'inverse. Plus on est gros, plus on produit de qualité. Si vous regardez les 4 logos en bas, un acronyme maintenant bien connu, chacune de ces entreprises va produire un meilleur service à mesure qu'elle a plus de clients, plus d'utilisateurs. La recherche Google, plus il y a d'utilisateurs, plus l'algorithme est efficace, meilleurs sont les résultats. Les ordinateurs Apple, vous n'avez pas la loi de Moore si vous n'avez pas des millions et des millions, des centaines de millions de microprocesseurs. Pareil pour ce magnifique boîtier en aluminium que j'ai sous les yeux là à l'instant. Je ne pourrais pas acheter ça à ce prix-là si on n'était pas des centaines de millions à l'acheter. Facebook, c'est l'essence d'un réseau. Il y a une externalité de réseau sur un réseau. C'est-à-dire que plus il y a de monde sur le réseau, plus on a intérêt sur le réseau. S'il n'y a personne, on n'y va pas. Et c'est pour ça que c'est winner take all de nouveau. Amazon, vous remarquerez que plus il y a eu de clients sur Amazon, plus les délais de livraison sont raccourcis, plus l'interface s'est améliorée, plus l'inventaire s'est élargi, etc. Donc aujourd'hui, le prochain GAFA, c'est la saucisse. Ça sera un GAFA, c'est la saucisse. Misez tout Moi, sur c'est la mon rêve. saucisse. Si l'un d'entre vous veut scaler la saucisse ou le fromage, en fait, je préfère le fromage en vrai. Mais je suis plus que partant, je vous fais un pro bono ou un discount, on verra. Donc voilà, ce nouvel âge, c'est un âge où il faut à la fois servir le client, la multitude, l'individu au meilleur niveau de qualité et à plus grande échelle. Et tout ça s'appuie sur ce qu'on a vu avant, les barrières à l'entrée. Si je fais de la merde mais que je suis gros, je suis plus protégé.
et tout ce qui permet d'automatiser, de déléguer aux clients et de standardiser en se basant sur où est la vraie valeur. Tout ça permet maintenant de faire de la qualité à grande échelle. Et là, vous voyez les deux courbes qui montrent la différence entre, c'est un petit peu schématique, hein, mais entre le scale et la masse, l'économie classique. Tu as encore 5 minutes. Ah ah, pour celui-là ou pour la totale? Pour la totale. Ouais, tu me donneras une petite rallonge de 3 minutes. En quoi Non, mais c'était la partie la plus... Je préfère détailler celle-là parce que ça mérite une réflexion. On se demande tous comment tu vas retomber sur le contenu. Hein. Moi, je suis curieux. Hein. Mais vas-y, go. On y est. Alors, en quoi le marketing, le content marketing est scalable et plus scalable que la vente essentiellement? Il y a cette approche qu'on a décrite dans les autres webinaires que je vous invite à regarder et les prochains. Cette façon de découper l'expertise métier, donc où se trouve la valeur aujourd'hui, puisque c'est là où sont les transactions marchandes, c'est là qu'on vous paye a priori, si vous faites quelque chose pour lequel on vous paye. On découpe ça, on a un process qui permet de découper ça, qui est le process de content marketing, et d'en faire des petits bouts de valeur qui seront automatisables. C'est-à-dire que quelqu'un qui va lire votre blog, vous n'avez pas à lui envoyer à plier l'enveloppe, écrire l'adresse, coller le timbre. Non, il va sur votre blog, il lit, il repart. Donc ça, c'est self-service et c'est automatique. Et un exemple très concret, là, on aurait pu parler à 100 personnes en Discovery Call, où on peut faire ce webinar qu'on va ensuite diffuser sur YouTube, etc., à moindre coût. Donc, en quoi on crée plus de qualité? C'est que l'effort est concentré sur une chose qui va être répliquée ensuite grâce à la technologie. Et donc, on peut se permettre, pour certaines choses, pas pour tout, mais pour la partie répétable, on peut se permettre de faire de la meilleure qualité et ensuite de la fournir à tout le monde pour un moindre coût ou même gratuitement comme ce webinaire. Et enfin, une troisième raison qui est dans la même veine aussi pour laquelle le content marketing s'impose à nous, c'est cette génération adblock. Vous connaissez peut-être ce concept du marketing d'interruption versus le marketing de permission. On a parlé de rendement décroissant. On a le même problème avec la publicité. Il y a des rendements décroissants. Il y a plus de pubs que de temps de cerveau disponible, on va dire. Donc, les gens ne peuvent pas regarder toutes les pubs. Ils n'ont pas envie, ils sont fatigués, ils ont autre chose à faire. Et donc, il y a une tendance de fond qui est de se protéger de la pub et de demander la permission à ses utilisateurs. La permission a plusieurs caractéristiques, notamment elle est égoïste. Les gens ne vous laisseront pas leur parler si c'est pour leur vendre un truc. Il va falloir leur donner quelque chose d'utile, ce qui recoupe tout ce qu'on a pu dire dans les précédents webinaires. C'est quelque chose de continu. Vous ne pouvez pas demander la permission une fois pour toutes. Il faut continuellement créer de la valeur et mériter cette permission. Et on peut la révoquer du jour au lendemain. C'est-à-dire que si d'un coup vous devenez agaçant, genre là tout de suite je vous pitch un peu trop fort, vous allez vous en aller de ce webinaire et vous ne reviendrez jamais. Vous allez unsubscribe de mon MailChimp. Donc il faut marcher sur des œufs en permanence. Donc voilà, les décideurs d'aujourd'hui, ils ont mon âge ou un peu plus, ils ont AdBlock, ils Google eux-mêmes. Et c'est vraiment un nouveau paradigme. Les gens sont saturés et de vente et de pub. Et il faut commencer pour ceux qui sont en retard, il faut commencer à trouver un moyen d'obtenir leur accord pour leur parler. Et ça demande des nouveaux process, des nouvelles approches. Sinon, le ROS s'écroule. C'est quoi le ROS? Le retour sur investissement de la dépense publicitaire. D'accord, merci. Pardon. Voilà, donc en quoi le content marketing? Alors, c'est le plus évident de tous, bien entendu, mais bon, le content marketing s'appuie sur les besoins des utilisateurs, comme on le martèle à chaque webinaire. Résolver les problèmes des humains, des individus, de la multitude. À chaque point de contact, on crée de la valeur parce qu'on a vraiment travaillé ce contenu pour qu'il réponde à des vraies questions. Comme je disais tout à l'heure, je cherche comment te payer tes commissions de vente. Je tape dans Google, qu'est-ce qui sort? HubSpot qui m'explique en détail comment il faut faire. C'est génial. Il me crée de la valeur. Et c'est comme ça depuis, ça fait 5 ans, 6 ans, 6 ans que je cherche des trucs, 6 ans que c'est HubSpot qui répond à mes questions. Donc voilà, c'est un marketing de permission adapté au nouveau monde. À chaque fois que je tombe sur HubSpot, je leur file mon mail pour qu'ils m'envoient un PDF. Et je suis client, tu es client, nous sommes tous clients d'HubSpot.
Ok. En Vas-y. résumé, quand même, hein, parce Pardon. que Oui, ça a merci. duré un peu. Donc, la compétition qui fait que c'est cher de vendre, il faut dominer sa niche, mais les commerciaux sont durs à garder et les coûts publicitaires apportent des retours décroissants. La transition numérique vous oblige à scaler pour toutes les raisons qu'on ne va pas redonner. Et la génération AdBlock préfère qu'on lui demande la permission avant de la spammer. Tout ça fait que le contenu est probablement une des formes de marketing les plus adaptées à cette nouvelle situation, et avec plein de limites qu'on peut discuter maintenant dans les questions. Je ne sais pas si tu veux refaire un rappel de pourquoi on parle de ça et un petit peu Non, de ce qui a vous aurez les mené à… slides. Je pense que Ouais, ce qui est intéressant, c'est vraiment de capter que ça fait quand même quelques années qu'on baigne dans ce truc. Donc, ça nous permet de voir un peu aujourd'hui, un petit peu quand même la partie tendance. Et pourquoi produire du contenu? Parce que c'est vrai que cette question, souvent, on n'a pas forcément la réponse, hein. Moi-même, je la pose et quand je dis mais pourquoi on va faire du contenu, mes clients me disent bah ouais, mais Joselito, parce que tout le monde le fait. Et parce que tout le monde le fait n'est pas une bonne réponse. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment vous donner des éléments structurés euh, pour aussi dans votre réflexion, hein, et je pense on va venir après sur la partie actif immatériel quand même. J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là. On a la chance d'avoir au Laurence troisième trimestre. avec nous. Néanmoins, alors, juste avant de passer aux questions, voilà, là, ici, vous avez tout le cycle de webinar. On essaye de basculer d'un côté ou de l'autre à chaque fois. Donc, je pense qu'on va travailler prochainement. Il y a deux sujets, hein, que j'aime bien, Content Shock et Job to be done, mais je pense vraiment que la semaine prochaine, on va s'atteler à cette notion de job to be done, parce que par rapport à ce que tu viens de dire aujourd'hui, Philippe, c'est quand même un sous-jacent. Commencez par les humains, commencez par vos clients, commencez par là. Et c'est valable pour le contenu, c'est valable pour vos produits. Ça diffuse sur l'ensemble de vos activités. Et puis après, le mode projet Mathieu, je pense qu'on va attaquer ça dans 15 jours. C'est un vrai sujet. Il y a une vraie transition dans la façon de faire du marketing. Voilà, la partie commerciale étant un sales, pour moi, c'est un processus et on fait du marketing dans les entreprises comme un événement. Parce qu'on fait un salon, parce que ponctuellement, on fait un site internet et on intervient sur le sujet de il faut aligner les deux. Même Ça doit la être notion de efficace. campagne, Même la notion de campagne. c'est dans le nom. Donc moi, je vais te poser la première question parce que ça, c'est un sujet, on l'a vaguement abordé avec Laurence Joly qui est ici. Pour moi aussi, dans cette notion de produire du contenu, c'est un actif, ça a de la valeur pour l'entreprise. Ah, attends, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu et il est difficile de faire le tri entre le bon et le mauvais. Parfois, faire du contenu pour juste générer des leads ne suffit pas. Il faut avoir une réelle envie de partager ses connaissances en plus du besoin business. Oui, ça rejoint vraiment le sujet qu'on a eu un peu la semaine dernière sur les lead magnets. Et ça Et c'est rejoint… parler aux humains, le Clutrain Manifesto. Quand on parle à la multitude, il faut parler comme un humain, pas comme une corporation. Ouais, alors Cloutren Manifesto, on en reparlera. Je fais un webinaire là-dessus le Mais, 25 juin, oh c'est non, un mais autre parce sujet, ouais, on vient de mais parler de c'est nouvelle ça. économie, donc c'est pas un autre Oui. sujet en fait. Cette nouvelle économie, ce rapport à la multitude, c'est Clutrain Manifesto. Hein, c'est vraiment la même chose. Ouais, et ça, Marion, une des façons de travailler cette différence de comment on trie le bon et le mauvais contenu, et du point de vue des utilisateurs, bah, c'est le job to be done. Si je rentre pas trop dans la technique, hein, il y a le buyer persona évidemment, mais il y a cette notion de job to be done. Euh, ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients, il y a une vraie différence. Quand on aborde cette question du contenu autour du job to be done, il y a un espèce de bascule qui se fait intellectuel, il y a un switch, on se dit ah mais ouais, mais c'est bien sûr. Et après dans les résultats, ça se voit clairement. Il y a un véritable impact sur la qualité du contenu qu'on génère quand on s'attaque à cette notion de Cette to be done. inversion, cette inversion de l'entonnoir qu'on a décrit la semaine dernière et sur laquelle on reviendra, Oui. qui permet Alors de parle-moi, découper la Philippe. Moi, valeur. j'aimerais bien que tu me parles parce que voilà, je suis patron de ma boîte et produire du contenu, ça demande des ressources, du temps, de l'argent. Je suis une petite boîte. Et quand on me dit, ouais, Joselito, 10% de ton CA, ça doit partir sur le marketing, ça me met des frissons dans le dos et je me dis, mais c'est quoi ce délire?
versus, mais regarde, si je t'embauche un commercial, que je colle un LinkedIn même premium à 500 balles entre les mains, ça fait le même job. Comment cette notion de contenu, pourquoi c'est un actif en fait?